Je vous dis la traditionnelle bienvenue de l'université Oufoutisme de recherche. Et aujourd'hui, nous allons parler nous allons partager sur un thème. Ce thème est celui de l'histoire et des crises. Je l'avais particulièrement cette histoire pour la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire, disons partout, disons le nom de l'histoire accompagne ce tout nom de la crise. Alors, je le fais pourquoi? Je le fais pour montrer, pour essayer d'apporter une certaine lecture, puisque notre raison d'être est la recherche des mots de la paix. Alors, le chercheur que je suis, l'université que nous sommes, nous entreprenons de rechercher et d'aller le plus, disons, de la façon la plus profonde possible, d'aller le plus loin possible dans les besoins que nous avons de comprendre ce qui nous arrive. Alors c'est à ce titre-là que je vais parler de l'histoire et de la crise, des crises en général, pour montrer le lien entre histoire et crise. Pour ce faire, je vais commencer par prendre, disons, Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, nous le savons, nous aimons bien le dire, Houphouët-Boigny est le père de la nation ivoirienne, c'est lui qui a fait le combat de l'indépendance. Et bon, et nous vivons avec cette idée. Alors, pourquoi je parle de l'histoire de Fouet? Parce que je vais essayer de montrer que l'histoire a besoin d'un certain traitement. Je parle du traitement de l'histoire. Donc je vais parler, j'en viendrai à la question des souvenirs, la question du traitement des souvenirs de Houphouët-Boigny. Souvenir de son existence, de l'influence de cette existence-là sur la façon dont nous comprenons aujourd'hui et le déroulement le déroulement de notre vécu. Parce que nous savons la force de l'histoire. Dans l'histoire que nous nous donnons tous rendez-vous, tous autant que nous sommes, pour essayer, c'est dans l'histoire que nous tirons, disons, tout ce que nous avons besoin de concevoir comme étant vérité. Alors, nous allons, nous tirons dans l'histoire tout ce que nous avons besoin de saisir, de comprendre comme vérité. On va dire que de l'histoire, nous avons tiré le concept de la vérité, c'est-à-dire la compréhension que nous avons donnée de la vérité. Et c'est avec cette vérité-là que nous allons alimenter et qui va devenir la dynamique sociale, c'est-à-dire ce qui va motiver toutes nos actions et tout ce que nous faisons. Et voilà, même dans les projets de devenir que nous formulons pour la société, nous allons partir de cette histoire-là, finalement de ce concept de vérité que nous avons tiré de l'histoire. C'est pour cela que l'histoire a besoin d'être traitée et que je parle du traitement de souvenirs. Et c'est parce que cela peut être important, peut se révéler être vraiment important pour la saisie que nous avons besoin d'avoir pour construire notre société. Donc, Houphouët-Boigny, pourquoi Houphouët-Boigny? Houphouët-Boigny parce que c'est lui qui est le père de la nation, c'est lui qui a mené le combat de l'indépendance avec ses amis, et c'est lui qui est devant, voilà, c'est lui qui est devant, comme on aime bien le dire chez nous ici, dont le nom de Houphouët-Boigny reste gravé, chose à la lutte de l'indépendance, et finalement à la chose de la liberté, de l'homme en général et de l'homme ivoirien en particulier. Alors, pourquoi le traitement, le besoin du traitement de souvenirs de Houphouët-Boigny? Je peux prendre une raison très simple. Prenez ceux qui veulent aujourd'hui un panafricanisme, qui se mettent à dire un certain nombre de choses, qui partent de faits, mais qui apportent une autre compréhension de faits, pour essayer de présenter une idée contradictoire, une idée qui est contradictoire à celle que nous faisons de Houphouët-Boigny, comme celui qui est notre fondateur. Par exemple, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire a des difficultés dans son développement, le panafricanisme va dire qu'il va attribuer cette difficulté de développement-là à l'action de Houphouët-Boigny. C'est-à-dire qu'il va reporter, il va prendre pour cause, pour raison de ce problème de développement, les actions premières que Houphouët-Boigny a fait.
Il va dire par exemple que Fouboyen a fait des mauvaises options, il n'a pas fait de bons choix, il s'est allié, il a marché avec les gens qu'il ne fallait pas, il s'est compromis dans des situations qui finalement vont les servir, selon eux, à justifier la léthargie que nous connaissons au niveau de notre développement. C'est ce que va dire le panafricanisme, puisqu'ils ont eux-mêmes ils ont affiché, je ne vante rien, eux-mêmes ils ont affiché cette perception des choses. Alors donc, Fouboyen va lancer, disons, la construction d'une nation ivoirienne. On va dire qu'il va fonder l'idée même de la nation ivoirienne. Donc, mais en face, il va, c'est de la même façon que les panafricains sur le fond. Quand nous prenons l'histoire, nous retrouvons beaucoup d'éléments. Et aujourd'hui, encore, il continue de le dire. Fouboyen va se trouver en face de lui l'idée panafricanisme. Et c'est de cette idée panafricaniste qu'on peut retrouver les racines des mots que nous allons connaître après, qui est celui du président de la refondation. Or, quand vous bâtissez une maison, si vous prenez la Côte d'Ivoire comme une maison, qui déjà a déjà reçu un fondement, a déjà reçu une fondation, parce que c'est parce qu'elle a reçu une fondation qu'on peut parler de maison, et que vous venez, que vous lancez l'idée d'une nouvelle fondation, ça laisse dans l'esprit des hommes que nous sommes que le besoin de casser, de détruire, le besoin de casser cette maison-là, de la démolir et de la reconstruire sur des bases autres, sur une fondation autre que celle qu'elle connaît déjà. Déjà, que vous le voulez ou non, une maison que l'on détruit, bon, c'est détruire en détruisant la maison, les briques qui ont servi à consolider cette maison. Et partant de l'idée même qui a soutenu la construction de cette maison. Donc, quand on vient sur l'hypothèse de vouloir parler de démocratie, alors l'idée qu'on se fait de la démocratie, elle devient seulement une idée qui nourrit notre idée de panafricanisme, c'est-à-dire ce besoin de démocratie, ce besoin de déconstruire, de démolition, de destruction, disons de casser la maison qui existe pour la reconstruire avec d'autres, disons, pour lui donner un autre fondement. Donc, en dessous, il y a bien l'expression de quelque chose que l'on détruit. Donc, cette destruction-là, on va le vivre sur le plan social, on va le vivre. Et on va finalement, ça va participer à faire comprendre la démocratie comme cette nécessité qu'il y a à parvenir, à tout faire pour parvenir à cette démolition, à la démolition de ce que l'on veut, de la maison de la maison en question. Alors, ça fait que dans la pensée comment on appelle ça, du citoyen ordinaire, il suffit qu'il se fasse panafricain, qu'il nourrisse, qu'il vive, qu'il décide de marcher pour nourrir en eux l'idée d'un bonheur qui est conforme à, disons, à cela, à ce qu'il pense. Donc je vais dire que le bonheur va se construire avec l'idée que nous faisons de la démocratie et de ce que nous pensons être dans la démocratie. Et on va ramener sur la démocratie à l'expression de notre idée, c'est-à-dire l'idée que nous avons de refonder, de détruire pour répondre tout à zéro. Mais si on veut de la démocratie, c'est là que je parle du paradoxe. Parce que si on veut de la démocratie, quel est le besoin, la nécessité qu'il y a à reconnaître, à nous reconnaître les uns les autres à travers nos idées, au respect des idées que nous avons. Mais on peut plus, dès l'instant où on veut détruire l'idée de l'autre, on ne peut plus parler de démocratie. Si tel que la démocratie se veut la promotion des idées individuelles et collectives, alors la démocratie ne peut plus aller, et ne peut plus signifier le besoin de destruction. Parce que dès qu'il y a destruction, il ne peut plus avoir de respect. Pour la simple raison que quand vous détruisez, ce que vous avez détruit là, ne peut pas, disons, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous manifester de respect. De toute façon, cette chose est détruite. Comment elle fera pour témoigner du respect que vous avez, qu'elle doit, ces choses-là, je veux dire, doit vous témoigner. Parce que puisque vous avez commencé, vous avez tout fait pour le détruire, pour la détruire.
Donc c'est pourquoi je dis que la démocratie ne peut pas signifier, tant qu'elle se définit comme la promotion que nous devons faire, assurer du respect des choses, disons la promotion humaine, et qu'on ne fait pas cette promotion, on la fait signifier par la promotion de ces idées, la mise en valeur de ces idées. Je me reprends, je me redis, la démocratie ne peut plus signifier démolition de l'autre. Elle ne peut plus signifier la démolition de l'existant. C'est-à-dire vous voulez trouver une maison qui est construite. Vous trouvez de construire sans la détruire en fait. Soit vous trouvez le moyen de prolonger, comme on a fait ça, la construction de cette maison, mais la maison que vous avez trouvée, elle doit demeurer. Parce que la maison qui est construite là, elle est la manifestation, elle est la matérialisation, la matérialité de l'idée de quelqu'un. Bon, alors, si je suis chez quelqu'un, vous venez me détruire, que j'ai dit non. J'ai dit non, pour vous, je ne suis pas démocrate. Alors, donc, vous finissez par entraîner le peuple dans cette idée-là, en fait, en réalité, qui ne se justifie pas, pour dire qu'elle n'est pas aussi vraie qu'on peut laisser l'espérer. C'est pourquoi il dit qu'il faille expliquer aux citoyens que nous sommes. La vérité, il faut la rechercher, en fait, pour que ce soit évident qu'il y a des chemins, il y a des voies que nous ne pouvons pas. Parce qu'après, quand vous avez fait ça là, comment allez-vous parvenir à une recherche de paix? Comment, même si vous parlez de paix, comment vous allez parvenir à réaliser cette idée, cette volonté de paix, quand vous nourrissez, vous laissez nourrir dans la pensée des gens qui vous regardent, qui trouvent des raisons de vous écouter et vraiment de se reconnaître dans ce que vous êtes, une certaine... Bon, comment ils peuvent se reconnaître en tant que tel? Ils ne peuvent plus parce que vous avez fait nourrir en eux le besoin de... vous avez fait signifier, vous avez donné le sens de la destruction au bonheur, vous avez fait de la destruction le sens de leur bonheur. Or, en détruisant, on ne construit pas en détruisant, non. Et on se retrouve dans des problèmes en fait. Alors, je dis que le choix de Fauboigny, quand il parle de paix, bon, je le comprends, et je peux le justifier. Donc, il veut dire en face, le Fauboigny il va comprendre que c'est dès le début, à son départ, qu'il fallait commencer par instituer la paix. De sorte que la paix rentre dans l'histoire même des citoyens. Et le premier lieu d'expression de ce que j'appelle inscrire l'histoire, la paix dans l'histoire de l'homme, ça va se voir dans le combat qu'il faut mener pour l'indépendance. Il a vécu avec la France qui est colonisatrice. Il a vu la souffrance des Ivoiriens. Il a vu la souffrance de son peuple. Mais on ne sait pas de fouiller à ce jour d'avoir manifesté du mépris pour celui qui l'a colonisé. Au fond, au contraire, c'est battu pour apporter ce qu'il pouvait apporter de mieux. Parce que pour lui, à la fin, un jour, nous aurons le temps de parler. Il ne comprenait pas, il fustigeait la colonisation, mais il continuait de voir dans les Français un frère. Pour lui, c'était la chose de la fraternité humaine qu'il fallait, qui était le problème qu'il fallait résoudre. Mais je vous promets que nous aurons une autre occasion, un autre moment, pour en parler. Donc, vous voyez, dès le départ, j'ai dit que Houphouët-Boigny n'ayant pas mené le combat dans le mépris, le combat d'indépendance, chez le colonisateur, avec le colonisateur, il n'a pas travaillé à nourrir l'idée du mépris et de la séparation. Il a plutôt appelé à la mise en valeur, proposé une certaine mise en valeur de ce que nous sommes, de certaines pensées. Le reste, nous le connaissons. Nous avons obtenu l'indépendance sans pratiquement baisser du sang. Alors, vous voyez que ça fait que dans l'histoire, celui qui apprend, qui a compris au fruit, ne peut plus inscrire la destruction, la démolition, même avec son colonisateur. Il va continuer à réclamer, travailler à réclamer, mais avec un certain chemin. Il ne va pas chercher à détruire les relations, il va chercher à combler le trou qu'il y a dans les relations. Écoutez, quand vous prenez la vie du Fouet, quand vous prenez l'histoire du Fouet, quand vous repartez à la loi qui de son nom qui est sur l'abolition du travail forcé, quelque part il va le signifier. Il dit que, écoutez, nous n'allons pas aller dans l'Union française avec des esclaves.
Parce que l'esclavage, le travail forcé détruit les races, détruit les hommes. Et il n'est pas question d'être dans l'Union française et être esclave où il y a des maîtres et des esclaves. Il faut pas dire que il faut donner à l'Union française sa signification concrète. Mais je vous promets encore là de revenir dans d'autres occasions. Donc vous voyez que je veux simplement dire que Fouet ne nous a pas laissé un héritage de destruction, même avec le colonisateur. Même avec le colonisateur. Pourtant, les méfaits du colonisateur sont avérés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exprimer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et arriver au-delà de ce que le colonisateur a fait comme souffrance et nous a imposé comme souffrance. Nous ne pouvons pas le faire. En interne, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas atteindre ce niveau de destruction qui détruit même, disons qui participait à la destruction de notre race, de tout notre peuple. Nous ne pouvons pas. Donc, je veux dire que Fouet a exprimé la chose à son plus haut point. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, vous voyez que l'histoire va forcément se présenter d'une façon différente selon la lecture que nous faisons de l'oufoutisme, surtout selon la compréhension de l'oufoutisme. Alors, c'est pour ça que celui qui suit l'idée panafricaniste des choses, il apporte une interprétation de l'histoire dont il ne peut pas prouver, dans laquelle il ne peut pas justifier la vérité de ce qu'il pense en fait concernant Fouet. Je vais parler d'une certaine façon de travestir l'histoire, en partant des faits, donner une interprétation qui ne reflète pas les faits. Ça pose le problème de la vérité historique en fait. Voilà, ça pose le problème de la vérité historique et surtout de sa conception. Vous voyez, comment nous concevons cette vérité historique-là. Cela est important à signaler, puisque après, nous courons tous à l'histoire, et ce que nous trouvons dans l'histoire, nous l'appelons vérité. Bon, alors ça, c'est un point. Le second point, c'est la chose de la démocratie. Je viens de le dire un peu plus en haut, j'ai dit, vous ne pouvez pas réclamer la reconnaissance que l'on doit revendiquer la promotion de vos idées, mais en détruisant les idées de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la démocratie. Vous n'êtes même pas un démocrate. Vous n'êtes pas un démocrate si toute votre action ne concourt à détruire ce que ça veut dire que dès que vous détruisez, vous manifestez que vous n'avez aucun respect pour la pensée de ce truc-là. Simplement pour une simple raison qu'elle n'est pas votre façon de voir. Je reviens, je souligne que ce n'est plus de la démocratie que nous faisons. Ce qui fait que la vérité qui va sortir de cette façon de comprendre la démocratie, n'étant pas la démocratie, elle ne peut plus être alors une vérité démocratique. Non? Alors, pour nous voir une telle idée de la démocratie, revient, disons, à semer les bases durables et difficiles à déraciner de ce qui va nous empêcher pendant longtemps de vivre dans la paix et de parvenir à la chose de la paix. Parce qu'après, pendant le déroulement d'une crise, et lorsqu'on veut mettre fin à une crise, on va chercher à installer le dialogue. Ce qui est créé, après on appelle les gens un dialogue. Pendant qu'on fait ça, on demande aux gens, bon écoutez, venons, nous allons dialoguer. Mais vous dialoguez comment? Avec un tel concept d'histoire. C'est pas possible en fait. La paix va devenir forcément une illusion. Et le mot magique va sortir. Mais écoutez, ne trouvons pas d'issue à ce que nous avons déjà commencé. Alors nous allons lancer les grands mots magiques, les mots que nous voulons magiques. Écoutez, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Bon, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Alors que le problème, quand on n'oublie pas, bon, écoutez, en fait, c'est en disant pardonnons, mais on n'oublie pas, c'est juste reculer. C'est juste reculer et pouvoir rebondir. Parce qu'on a tenté une fois, on n'est pas parvenu à ces dessins. Et en disant je pardonne, mais que je n'oublie pas, l'oubli qui ne s'opère pas, l'oubli qui n'est pas matérialisé, va venir, disons, réalimenter le besoin que nous avons de faire la guerre. Nous avons besoin de nous combattre. C'est ce souvenir-là qui va rendre difficile le concept de la chose de la paix. On va se rendre compte que nous tournons. Et vraiment, le besoin de la face
sera celui qui va croire à toutes ces rencontres que nous faisons, que nous organisons pour la chose de la paix. Je le dis parce que, à regarder, ça devient évident que tout part de l'histoire, tout part du concept de l'histoire, tout part de la vérité historique en fait. Alors, je peux l'actualiser maintenant. Regardez aujourd'hui, bon, nous sommes à une année, nous enseignons, puis nous regardons venir les temps qui viennent, où le grand mot de l'élection sort. Quand vous écoutez le mot élection, cette notion d'élection, tout de suite, la paix remplit le cœur des hommes, la paix remplit le cœur des citoyens que nous sommes. Tout le pays a peur. Nous entendons une son de trans qui naissent, naissent de cette peur-là. Mais de quoi avons-nous peur? Ce n'est pas le fait d'aller jeter une bulletin dans une urne qui est un problème. C'est pas ça qui fait peur. Il n'y a aucune peur à aller jeter un bulletin, à mettre un bulletin dans une urne. Il n'y a aucune peur à cela. Mais ce qui nous fait peur, c'est l'histoire. L'histoire d'une bonne sélection. Parce qu'on en est arrivé et ça devient une évidence pour nous qu'à chaque élection a sa crise, qui n'est que le prolongement de la crise passée. Et avant d'aller à entamer une nouvelle élection, on ne prend pas soin de vider ce contentieux. Non, puisque le souvenir est là. Le souvenir est tellement vivant, on sait tellement l'alimenter que ce souvenir-là nous donne suffisamment de force qui nous empêche de nous contenir en fait et de regarder l'avenir avec une certaine sérénité. Donc les mêmes peurs que nous avons hier et deviennent encore aujourd'hui. Et nous nous mettons à trembler en mettant la vie, la nation même en danger, en rendant hypothétique le devenir de la nation, le devenir des hommes. Parce que c'est une décision des hommes qui va s'opérer, rien que le souvenir. Mais écoutez, beaucoup d'hommes ne mourront pas par des coups de fusil, mais beaucoup d'hommes mourront par des AVC, par des angoisses, par toutes sortes de mots suscités par cette peur-là. Mais tout ça au nom de quoi? Au nom de l'histoire. Au nom de ce que nous avons appelé la vérité de l'histoire. Donc je vais dire que ce qui fait peur, ce qui fait que les élections font peur aux Ivoiriens, mais moi je comprends que ce ne sont que la peur vient de l'histoire, c'est la peur de l'histoire. Je vais dire qu'il n'y a pas de là. Pour moi qui suis à la recherche des mots de la paix, je vais dire que notre histoire s'est alourdie. Notre histoire est devenue tellement lourde que nous ne pouvons plus la traîner. Donc c'est l'histoire qui nous retient. Au lieu de lire dans l'histoire les moyens d'avancer, on trouve dans l'histoire les moyens de nous fixer à quelque chose qui est statique, qui est l'état de belligérance perpétuelle, continuelle dans lequel nous vivons. Tout devient conflictuel, tout devient conflictuel. Et on alimente la conscience du peuple, de façon telle que le peuple, on veut amener le peuple à croire que sans cela qui consiste en fait la démocratie, c'est cet état de conflit perpétuel et souvent qui n'a même pas de sens, dans lequel on vit dans ce non-sens-là permanent, et on va transformer ce non-sens en une vérité. Mais une fois qu'on l'a fait, et pendant qu'on le fait, on crée la démocratie, on crée la paix. Bon, il faut dire, mais la paix, écoutez, c'est pas un mot, c'est un comportement. Parce que ce que vous induisez comme comportement, c'est celui-là. Parce que vous appelez un état d'esprit de perpétuel conflit. C'est-à-dire, il suffit de penser différemment de soi, de voir l'autre, celui qui pense différemment de soi, que au lieu de chercher à le faire gagner en l'amélioration de sa pensée, non. Il faut plutôt détruire cette pensée-là, en fait. Mais en détruisant pour détruire l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de détruire, pour détruire l'homme, c'est quoi? Il faut détruire sa pensée. C'est tout, c'est pas compliqué à comprendre. Donc, vous voyez, j'ai dit que tant qu'il y a démocratie, et tant que la démocratie se veut la promotion des valeurs individuelles, des pensées individuelles, de ce que l'on projette de sa pensée, de sa volonté, de son sens, le sens qu'il accorde dans la vie, alors le mot destruction ne peut pas avoir sa place. Parce que te supprimer pour faire exister ce que je suis n'est pas une façon d'exister. Elle ne mène à rien. Finalement, on reste seul à exister. Donc, tant qu'on est seul, on ne peut pas parler de démocratie. La démocratie exige et suppose à la fois la présence de l'autre, la présence de ce qui est différent. Mais elle va exclure, pour qu'elle ait la qualité, le nom de l'avoir, de préserver l'autre en fait. Voilà. Bon, donc vous voyez que
je vais dire que j'ai donné là quelques raisons, et je vous promets que nous allons continuer quelques raisons pour introduire, pour justifier en fait ce concept de l'histoire écrite en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, en un sort de petit résumé, j'ai essayé de partir de Fouboigny, de montrer qu'il a construit la nation ivoirienne, parce que l'indépendance concrète là, c'est lui qui l'a obtenue. Donc on ne peut pas le saisir cette indépendance concrète comme étant une illusion. Alors vouloir balayer les acquis de cette indépendance-là, les réalités, les vérités que cette indépendance-là véhicule, c'est appeler, nourrir l'être de l'Ivoirien, de le mettre en perpétuel conflit avec l'existant. Alors, donc, c'est appeler à une discussion constante, perpétuelle, de façon constante, comment on appelle ça, de l'existant. Alors, moi, avec cette analyse, je me dis, bon, Houphouët-Boigny, il a eu raison, une fois de plus, de rechercher un consensus national, de rechercher dans l'idée du parti unique, c'est cela en fait. Le parti unique avait pour essence, avait pour raison d'être, de faire disparaître là, ce besoin de destruction-là. Qu'il y ait un cadre où on peut discuter, mais sans penser ni aucunement à la chose de la destruction de ce qui existe. Bon, on n'a pas compris cela comme une nation démocratique. On veut faire comprendre la démocratie autrement. Et dans cet autrement-là, alors qu'on veut un conflit perpétuel, une destruction perpétuelle, on veut parler de paix. Ouais, on se retrouve avec deux notions contradictoires. Vous ne pouvez jamais être en paix avec ce que vous avez détruit. Vous ne pouvez pas. Vous ferez comment? Ce que vous avez détruit là, vous ferez comment pour être en paix avec ce que vous n'avez pas détruit? Si vous vous sentez détruit, la personne qui vous reconnaît comme auteur de votre destruction, vous ne pourrez jamais trouver un mot de paix avec lui. C'est difficile. Donc, la seule façon de voir moi qui reste à ma portée, c'est de construire dès le départ. Puisqu'on sait où l'on va, c'est dès le départ qu'on sait où l'on va. La destination ne s'improvise pas au fur et à mesure qu'on avance, mais elle se fixe au départ de son action. Donc, c'est pourquoi j'ai reporté, j'ai remonté l'histoire dans ce que j'appelle un cheminement, et que je suis remonté jusqu'à la suite de la colonisation, dans le vécu que Houphouët-Boigny a eu avec les Européens, avec la France colonisatrice. Il a vécu avec eux. Et avec le Parti communiste avec lequel il s'est apparenté un moment, il a eu le temps et le moyen de côtoyer un communisme, de travailler avec eux. Donc, de ce fait, c'était une idée de ce qu'il devait faire. Il a côtoyé tout ce monde en fait. Donc aujourd'hui, nous devons passer, nous suivons au fait, nous avons compris, il y a certains problèmes, il y a certains mots de la société, il y a certains mots dans cette société ivoirienne qui ne devaient pas apparaître. Mais vouloir casser ce que Houphouët-Boigny a fait, travailler à nier la réalité de ce qu'il a contribué à mettre en place, ça rend difficile. Et j'ai dit que c'est ce qui rend difficile en fait, le besoin que nous avons de trouver des mots de la paix, de nous adresser des mots de la paix. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour faire comprendre la réalité, la nécessité de maîtriser ce que nous appelons la vérité historique. Parce qu'elle devient le lieu, cette vérité devient la source de tous nos problèmes. Et parce que dès qu'on la conçoit comme étant vérité, c'est fini. On n'est plus prêt à faire des compromissions possibles. Non. On a compris cette vérité historique et on va alimenter pour à la fin arriver dans une situation de non-paix qu'on ne peut pas régler en fait. Donc il était important pour nous qui faisons la recherche, pour nous à l'université Fouettiste, de tenter de travailler à faire comprendre cette nécessité-là, avec la promesse de pouvoir continuer. Donc nous attendons votre réaction et puis bon écoutez, ce n'est qu'une approche, ce n'est qu'une volonté, une richesse de mots de la paix. Alors, on ne va pas faire comme ceux qui prétendent faire la démocratie pour dire que tous ces chercheurs-là, bon voilà, et ils ne pensent pas la même chose que moi. Donc, au lieu de chercher à améliorer la petite chose que j'ai lancée, que j'ai cherché non, il faut que je le détruise, il va vouloir faire signifier ma destruction. À la démocratie, la chose de la destruction, ce peut-être que je n'aurais pas respecté lui, sa volonté d'être va venir. Or, il s'agit simplement de construire, d'offrir quelque chose sur laquelle on peut construire quelque chose pour
pour avancer. Alors nous sommes prêts, disons, nous appelons à la discussion, nous appelons au besoin de nous enrichir mutuellement. Et donc nous ne fait que lancer le temps de la main pour nous permettre de donner un cadre de discussion, que nous puissions partager, nous puissions faire grandir les choses. Parce que c'est nous-mêmes qui devons apporter des solutions à nos difficultés. C'est nous-mêmes qui, parce que assainissons et disons, notre pensée sur les problèmes qui nous touchent là, nous donnons les moyens de parvenir à la paix dont nous avons besoin. Alors je ne pourrais pas vous prendre congé de vous aujourd'hui sans vous parler du document que nous avons fait concernant les fils de fruits, le domaine intitulé Fils de fruits à l'origine de la paix, que nous tenons à notre disposition et que nous attendons seulement que vous manifestiez, que nous puissions vous les faire parvenir. Sur ce, je vous dis au revoir et en souhaitant vraiment nous rencontrer. Merci.